J'ai fait ma première vidéo Watch Me Study ce matin où j'expliquais des concepts. J'ai grave kiffé l'expérience, le fait de les expliquer à haute voix en se filmant et en faisant une vidéo, vraiment ça te force à les comprendre. Et donc voilà, j'ai réitéré l'expérience tout à l'heure en essayant d'expliquer mieux les concepts. Si ça marche, continue, c'est un principe qu'il faut appliquer, donc je l'applique. Et voyons voir ce que ça donne. Alors, pourquoi la neutralité bienveillante, ça se réfère à l'attitude que doit avoir un psychologue à l'égard de son patient. Alors, pourquoi bienveillant? C'est parce que le psychologue doit avoir envie d'aider le patient. Pourquoi neutre? C'est parce qu'il doit avoir une attitude où il ne juge pas et il doit pas interférer avec ses affects, avec ceux du patient. C'est-à-dire que si le patient dit ouais, moi j'ai peur des chiens, il faut pas que le psychologue dise ah ouais, moi j'adore les chiens pourtant. Non, il faut qu'il reste neutre à ce niveau-là. Il faut qu'il juge pas, il faut qu'il soit bienveillant. Et donc voilà, c'est une caractéristique une attitude qu'on devrait s'inspirer quand on écoute quelqu'un aussi de notre entourage, pas besoin d'être psychologue, pour être neutre et bienveillant quand on entend quelqu'un exprimer sa souffrance ou quoi que ce soit. Une mesure qui montre l'utilité d'une information d'une certaine source. Donc ça c'est je me suis fait spoiler dans la réponse, mais c'est le signal to noise ratio. En fait ça montre du coup l'utilité d'une information comparée au bruit que cette source a. Donc, par exemple, si tu tombes sur une vidéo YouTube avec une vignette incroyable et un titre le meilleur conseil que tu as jamais vu de ta vie, ça va avoir beaucoup de bruit, tu vois. Mais ça ne va pas dire si le signal, si la qualité de l'information est bonne. Et si l'information est mauvaise, comparé à ce gros signal, là on aura un ratio signal to noise très, très faible. Et l'information sera de pied de qualité, quoi. Donc c'est la caractéristique des vidéos putaclic un peu, tu sais, avec un titre qui donne envie de cliquer et en fait qui au final a un contenu pauvre. Alors la prosopagnosia, c'est une espèce de condition où un individu va être incapable de visualiser des images de visage dans sa tête. J'ai un pote qui est atteint d'aphantasie et lui il est incapable de visualiser des images tout court dans sa tête. Et l'aphantasie, c'est une condition qui touche 2 à 6% de la population, je crois. 2 à 5% de la population. Type d'attention qui implique une concentration soutenue sur une tâche spécifique ou sur un stimulus sur une période de temps prolongée. C'est une attention focalisée. Attention soutenue, ouais, attention focalisée. Et comme on l'a vu dans la vidéo précédente avec l'étude du gorille, une attention soutenue et intense peut nous rendre aveugles à d'autres stimuli extérieurs. Donc dans l'étude, ils se focalisaient sur compter le nombre de passes dans une vidéo, et ils n'ont pas vu qu'il y a un gorille qui a traversé la vidéo en même temps, tellement ils étaient concentrés, tellement leur attention était soutenue. Un graphique en toile d'araignée. Donc là, ce descripteur-là, FR, il me donne la traduction en français. Du coup, en fait, il me demande, je le sais, quelle est la traduction en anglais. Du coup, c'est un spider chart et ça ressemble à ça. Ça ressemble à ce truc-là. C'est un spider chart. Alors, le modality effect, c'est un phénomène cognitif où, selon la façon dont l'information est présentée, les individus vont différer selon la qualité de la facilité qu'ils vont avoir à apprendre l'information présentée. Donc, par exemple, on parlait de la fantaisie et mon pote qui n'arrivait pas à visualiser dans sa tête des images. Lui, il risque peut-être d'avoir plus de mal à apprendre de l'information que présentée visuellement que de l'information auditive.
Moi, j'adore étudier à partir de vidéos parce que ça me permet de rattacher des souvenirs sémantiques, donc le fond de la vidéo, les concepts, les notions, la connaissance de la vidéo. Je la rattache à des souvenirs épisodiques. C'est-à-dire que je me rappelle du moment où j'ai vécu la vidéo et je peux faire les liens entre les deux et ça m'aide à mémoriser, à consolider le tout, à mémoriser le tout. Parce que contrairement à mon pote, j'ai pas d'aphantasie et quand je ferme les yeux, je peux me rappeler de la vidéo et des images qui me reviennent. Et ça me fait un peu l'effet de Madeleine Proust, quoi. Et de cette façon, ça me permet de me rappeler des connaissances sémantiques. Sleep debt, alors là il me demande la traduction en français, c'est une dette de sommeil. Alors c'est quoi une dette de sommeil ? De la même manière qu'une dette financière, on doit de l'argent à quelqu'un, une dette de sommeil, c'est on doit de l'argent, on doit du sommeil à nous-mêmes, parce qu'on a accumulé des heures de sommeil en retard. Donc ça, les dettes, c'est un modèle mental qu'on peut retrouver partout, tu vois, genre si tu accumules de la vaisselle dans ton évier, t'es en dette de vaisselle. Si tu accumules du travail pas fait, tu vas être en dette de travail. On parle de dette technique aussi, quand on accumule du travail qu'on fait mal et qu'on va devoir récupérer, rattraper les erreurs, ça c'est une dette technique. Et voilà, c'est un modèle mental très puissant qu'on retrouve partout. Critères de succès, qu'est-ce que c'est ? Alors un critère, c'est ce qui va nous permettre d'évaluer quelque chose. Donc, par exemple, un critère de beauté, ça va peut-être être la longueur des cheveux, je sais pas, je dis n'importe quoi, bien que un critère de succès, ça peut être, donc c'est subjectif à chacun, ça va peut-être être le nombre de matchs que tu gagnes au tennis par mois. Je sais pas, si c'est au-dessus de 5, là t'es en succès, si t'es en dessous de 5, t'es pas en succès. Et c'est intéressant ces critères de succès parce que l'erreur ça pourrait être de ne pas les définir. Et si, pour peu que tu sois un peu, que tu cherches à être productif et que tu sois dur avec toi-même, si tu te fixes pas de critères de succès qui sont mesurables, tu risques d'être éternellement satisfait. Genre par exemple, si tu te fixes l'objectif de composer le plus de musique possible, tu seras jamais satisfait parce que tu n'arriveras jamais à cet objectif parce qu'il n'est pas quantifiable, il n'est pas mesurable et tu sais pas si tu l'auras atteint. Par contre, si tu te fixes l'objectif de passer 30 minutes chaque soir à composer de la musique, ça, ce sera mesurable et tu sauras si tu as atteint cet objectif ou non et ça pourra t'apporter de la satisfaction. Et la satisfaction, c'est ce qui nous pousse à faire ce qu'on fait. Si ça nous procure la satisfaction, ça active le système dopaminergique de notre cerveau, le système de récompense. Et donc ça nous motive. Et à l'inverse, l'insatisfaction, c'est ce qui nous pousse à abandonner, à arrêter, à passer à autre chose. Alors le plaisir, différence entre le plaisir et la satisfaction. Ça c'est le genre de question con qui est trop dur à répondre. Le plaisir, c'est quelque chose de plus immédiat que la satisfaction. La satisfaction, c'est plus ça relève plus du sentiment, du coup qui s'étale plus, qui est plus durable, tandis que le plaisir, c'est plus immédiat. En tout cas, c'est ce que j'ai retenu. Ouais, il y a des sensations. La satisfaction, ouais, c'est plus un sentiment, ouais, c'est ça. Alors, univers bienveillant, c'est un concept que j'ai découvert dans cette vidéo. Elle expliquait que... Et je crois que c'est Einstein qui disait ça aussi, après il faut se méfier des citations qu'on trouve sur internet, mais il expliquait que ça relève du choix. Tu peux choisir si l'univers est bienveillant ou si l'univers est malveillant. Et que la vie elle est plus belle quand tu décides de choisir que l'univers te veut du bien, plutôt que l'inverse. Alors le Fermat Principle, je sais pas si je le dis bien, c'est un principe en optique qui explique que la lumière, quand elle traverse un milieu, elle va prendre le chemin qui est le plus court, qui va demander le moins de temps à la lumière à traverser. Et en fait ce principe il s'inscrit dans ce modèle mental de la loi du moindre effort, qui est un modèle mental qu'on retrouve partout. Et à l'échelle d'un individu, la loi du moindre effort, c'est ce qui nous pousse à prendre l'escalator au lieu de prendre l'escalier. Voilà, c'est pour économiser de l'énergie. En biologie, tous les organismes répondent à cette loi du moindre effort pour économiser leur énergie et maximiser leurs chances de survie.
Et ce modèle mental, on peut le retrouver partout, tu vois, même en optique, dans la physique. J'ai diplômé de l'ENIT en 2018. Je me fais même des flashcards pour mémoriser les événements de ma vie, tu sais, pour avoir des repères un peu. Une accalmie, je crois que c'est un calme où après avoir une tempête, on a une accalmie. Je crois que c'est dans ce contexte-là, c'est après qu'il y ait eu une tempête, une accalmie, c'est un retour au calme en météo. Following a turbulent, chaotic situation. Je sais pas si c'est juste en... Je vais lui demander. Is it just for weather? Non, c'est pas limité qu'au temps, ça s'applique aussi à un contexte émotionnel, social, politique, situation. Ok, je savais pas. Je vais laisser la flashcard activée, comme ça je mémoriserai ça aussi. Du coup là je vais choisir Forgotten.